Nous sommes le 13 février aujourd'hui et chaque 13 février, le monde célèbre la radio. Et par cette célébration, les travailleurs de la radio, c'est l'occasion pour nous de souhaiter bonne journée mondiale de la radio à tous ceux qui sont dans la chaîne, bien sûr, de la radio, techniciens, animateurs, journalistes, et voilà, producteurs, tous ceux qui auditeurs, bien sûr, grâce à qui justement nos radios existent. Et donc, c'est l'occasion pour moi, particulièrement, personnellement, bien sûr, de souhaiter bonne fête de la radio à tous les travailleurs de Savane Média en général et en particulier les travailleurs de Savane FM. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer tous ces techniciens-là qui travaillent dans l'ombre pour les réalisations de nos journaux parlés et de nos émissions également à la radio. Merci et célébrez dignement cette journée de la radio. C'est vrai que c'est une célébration dans des difficultés, mais on espère que Dieu étendra sa main pour que justement d'ici à l'année prochaine, on puisse avoir une meilleure célébration et qu'on puisse voir le bout du tunnel, comme on le dirait. Merci de votre fidélité et bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, encore une fois de plus pour l'aventure. Comme c'est le 13 février aujourd'hui et que c'est la journée mondiale de la radio, nous avons décidé d'inviter aujourd'hui une vedette de la radio nationale. Il s'agit d'une consoeur qui travaille à la radio nationale et qui aujourd'hui est formatrice. Il s'agit de Clémence Tiona. C'est notre invitée du jour. Elle sera là. C'est une doyenne qui va partager justement son vécu à la radio avec nous. Et puis, bien sûr, elle fait maintenant des formations au profit des journalistes des radios communautaires. On parlera de son parcours ensemble. Et plus tard, on parlera aussi d'un film qui sera diffusé sur Savane TV, un film en lien avec le mariage. Voilà. Avec monsieur Zinsou Germain, du moins, c'est qui est réalisateur de ce film documentaire sur le mariage. On va donner le programme de diffusion sur Savane TV, mais on parlera aussi du contenu de ce film. Voici planter le décor de l'émission d'aujourd'hui. Madame, messieurs, bienvenue encore. La rubrique à la découverte de nous amène cette semaine à Koudzgou. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les témoignages concernant bien sûr l'université Norbert Zongo qui est située à Koudzgou, et tout au long de la semaine, vous le savez, depuis lundi, on vous parle de cette université-là. C'est l'occasion toujours pour nous aussi de rendre hommage à cet étudiant qui nous a quittés malheureusement. Il y a pratiquement quelques jours ou une semaine. Mais nous partons à la découverte de l'université Norbert Zongo. Nous avons filmé et recueilli les témoignages avant ce drame. On vous propose d'écouter la suite des témoignages. Je réponds au nom de Diallo Daouda, étudiant en lettres modernes ici à l'université Norbert Zongo. La vie étudiante, en tout cas, pour être franc, là, sincèrement, ça ne va pas, il y a des difficultés. Voilà. Comme quoi? Bon, manque de salles, manque de professeurs souvent. En relation étudiant-professeur, là-bas, je ne trouve pas, il n'y a pas assez de problèmes comme ça. Là-bas, ça va. Le manque de salles fait que les années s'évoquent. Bon, il y a un problème de restauration aussi qui se pose très souvent. Bon, ça fait le nombre de plats qu'ils nous donnent par rapport au nombre d'étudiants, ça ne répond pas. Le nombre d'étudiants est beaucoup plus élevé que le nombre. Souvent, tu peux aller trouver que tu peux aller quitter au cours à 12 heures, pourtant logiquement ça doit aller jusqu'à 13 heures. Tu peux aller trouver qu'il n'y a plus de nourriture. Bon, on est obligé d'attendre le soir. Je me nomme Gouem Latifatou, étudiante en L1, S1 en économie. Comme c'est le début, ça se passe bien, les cours avancent comme si on était au lycée parce que tu poses les questions comme tu veux. Ça, c'est quand tu n'as pas la peur. Voilà, donc moi, en tout cas, j'arrive à suivre les cours comme il le faut. Chez nous, je ne vois pas le problème car j'ai déjà eu des grandes sœurs en économie qui m'ont dit qu'il n'y a pas de retard en Norbert Zongo. Pour le moment, ça se passe comme je l'ai entendu. En tout cas, selon moi, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Je suis Panantigri Abdoul Fatao, étudiant à l'université Norbert Zongo. Par ailleurs, inscrit à licence D, option mathématiques en MPCI. Au campus ici, si on peut le dire, ce qui se passe, si on va mener un bilan, on peut dire que c'est un bilan un peu mitigé. Il y a tellement de difficultés et il y a aussi des acquis et des insuffisances. En termes de difficultés, on peut dire sur le plan académique et pédagogique, on constate qu'il y a le manque des infrastructures qui est l'une des causes
aggravant du retard académique. Également, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris un décret tout récemment pour réserver les retards académiques. Et notamment, l'un des points est sur le marché et voilà, les responsables universitaires ils sont en train de mettre en application, notamment l'envoi de tous les nouveaux bacheliers sur le terrain. Et à ce niveau, le constat qui s'est fait est qu'il y a des promotions où on se retrouve avec 3 promotions en licence. Et ça, c'est un élément assez important qu'il faut le souligner. Et d'ores et déjà, il y a également le manque des enseignants. Lorsqu'on prend un exemple, une promotion où il y a, et dans une promotion où il y a trois promotions, or c'est les mêmes enseignants qui donnent les cours et puis les TD. Donc, arrivé à un certain moment, ça fatigue les enseignants. Et au niveau des évaluations aussi, lorsque vous composez des évaluations, vous tardez à voir les résultats. Et souvent, ça, quand les résultats aussi viennent, il y a également des erreurs qui se passent. Lors du traitement aussi, ça tarde. Donc tout ça, ça joue sur le retard académique qui se passe au niveau des restaurants universitaires. C'est un peu à désirer. Voilà. C'est quand on regarde la nourriture qu'on sert aux étudiants, c'est pas du tout à désirer. Voilà. En termes de qualité ou de quantité, c'est pas du tout bon. Je me nomme Bangou Tani Fabiola. Je suis étudiante à l'université Norbert Zongo, faculté linguistique L2, deuxième année. Ça va, les cours. Bon, en tout cas, il n'y a pas de retard. On arrive à suivre. C'est bon. On n'est pas assez nombreux. Mais bon, on n'est pas assez nombreux. On ne dépasse pas les 300 ou 500 comme ça. Si c'est côté filière linguistique, bon, nos élèves nous ont juste dit que à l'université Norbert Zongo, ça avance beaucoup plus que par rapport à d'autres villes. Quoi. Donc, voilà. Je suis Traoré Abdul Kader, inscrit en mathématiques, physique, chimie, informatique à l'université Norbert Zongo. Bon, à Nation, on peut dire que c'est comme c'est déjà la licence, on essaie de s'approcher. On s'approche, même avec la pression qui s'y est. La pression, quand on parle de pression ici, et premièrement, on peut parler de quoi? Nous-mêmes, à l'heure, on a défini, puisque nous sommes sur le campus, il y a déjà 4 ans, avec le retard qui est là. Donc maintenant, nous sommes à 4 années d'études et nous n'avons pas toujours la licence. Et deuxièmement, également, il y a la pression, puisqu'il y a nos petits frères également qui sont là, ils doivent venir continuer. Donc ça fait qu'il y a assez de pression. La pression avec la programmation, les TD, vraiment, il y a la pression. Au niveau du restaurant universitaire, également du campus même en général. Au niveau du restaurant universitaire, il faut construire également des restaurants de taille. Puisque tout étudiant qui est bien formé doit également bien se nourrir. Les nombres de places sont limités, l'heure à laquelle également nous devrons aller manger. Imagine qu'il y a d'autres qui ont cours à 14h, pourtant les rues se ferment à 14h. Donc c'est difficile pour certains d'aller manger et revenir. Également les conditions du campus, c'est ce que j'avais dit premièrement, la condition des amphithéâtres. Également, comme vous constatez, même pas de goudron à l'intérieur, tout est poussiéreux. Ça également, c'est pas assez simple. Bienvenue Alphonse Ouedraogo. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On débute par quel journal? Avec le journal Aujourd'hui au Faso. Dans ce quotidien, le journal Aujourd'hui au Faso, 2 chapeaux de chef. Et c'est à propos donc du Conseil des ministres, un statut pour la chefferie traditionnelle. On parle donc de ce journal, incompatibilité d'une âme avec la politique. Toujours sur le même sujet, c'est-à-dire à la page 3 et 6 du journal Aujourd'hui au Faso. Clôture du jubilé des 125 ans d'évangélisation du Burkina. En attendant le numéro 2 du Vatican, l'Église campe le décor. Conseil des ministres toujours, Ahmed Bari, nouveau DG du CCVA. Architecture, esquisse à Koudougou, siège d'une matinée de OAB, c'est-à-dire à la page 3 du journal. Dans sa rubrique News du jour, le journal écrit et sans série à Ouaga, que se passe-t-il? Damana Picasso condamné à 10 ans de prison
Nouveau coup dur pour le PPACI, écrit le journal. Occupation anarchique à Ouagadougou. Le PDS décrète l'opération Tolérance Zéro. Le journal Le Quotidien à sa une ce matin affiche lutte contre la fraude, 1500 carcasses de poulet saisies et incinérées, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Libération des accotements et des chaussées. Ces déguerpissements sont faits pour le bonheur des populations. Foi du PDS de Ouagadougou, Maurice Konaté. Caisse d'assurance maladie des armées, le lancement officiel prévu ce 13 février 2025. Chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina, la perspective d'un statut acté. Un autre journal, c'est le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. L'Express du Faso nous parle ce matin du statut de la chefferie coutumière et traditionnelle et écrit « Attention, pas de rémunération, pas d'activité politique ». Dans sa rubrique, autant le dire, le journal écrit « On ne développe pas dans le désordre et l'indiscipline ». Libération des accotements et chaussées des voies publiques. Nous allons renforcer les mesures de contrôle et de répression. Prévient donc Maurice Konaté, PDS de Ouagadougou. 125 ans d'évangélisation de Burkina Faso. Les détails de la célébration en présence du cardinal Pietro Parolin. Terminons avec toujours ce quotidien, lutte contre le grand banditisme, 5 malfrats mis aux arrêts par la police nationale. Sidoya à sa une ce matin nous parle divers sujets et on peut lire libération des accotements et des chaussées de route. La commune de Ouagadougou déclare la tolérance zéro envers les fautifs. Statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, un projet de loi adopté. 125 ans d'évangélisation au Burkina, le cardinal Pietro Parolin annoncé à Ouagadougou. Dans sa rubrique au coin du palais, le journal écrit « Les 300 millions de francs CFA des génies ne sont pas au rendez-vous ». Il recrutait des enfants pour un site d'orpaillage au Mali, c'est-à-dire toujours dans Sidoya. Lutte contre la fraude, 1,5 tonne de poulet incinéré, écrit Sidoya. L'observateur nous parle ce matin de la chefferie traditionnelle et écrit « Le bonnet ou la politique, il faudra bientôt choisir ». Occupation anarchique du domaine public, nous allons faire le bonheur de cette population avec ou sans elle, déclare donc Maurice Konaté, PDS de Ouagadougou. Affaire Sonature, ce matin pour les réquisitions et plaidoiries, c'est un autre titre du journal Grand banditisme à Ouaga, 5 malfrats mis hors d'état de nuire. Clôture des 125 ans de l'évangélisation du Burkina, le secrétaire d'État du pape présidera la messe à Yarma, écrit l'observateur parlera. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, affiche coût élevé de la sous-location à Sankariari. Des commerçants interpellent les autorités. Chefferie coutumière et traditionnelle, la perspective d'un statut acté. Assurance maladie universelle, une caisse mise en place pour en assurer l'efficacité au profit des militaires. Occupation anarchique des voies à Ouagadougou, le PDS Maurice Konaté prône la tolérance zéro. Conseil des ministres, Ahmed Bari nommé nouveau DG de CCVA. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit Sendou, de nouvelles tensions autour de la désignation de l'imam d'une mosquée. Au coin du palais, dans cette rubrique, le journal nous apprend ceci, condamné pour port illégal d'une tenue militaire. Merci beaucoup. Merci. Pour ces titres, on revient sur quelques sujets d'actualité, donc les points du Conseil des ministres hier. Chefferie traditionnelle et coutumière, la perspective d'un statut acté. Tout à fait. La perspective d'un statut acté, c'est à l'issue donc du Conseil des ministres d'hier que le ministre d'État, le ministre chargé donc de la mobilité,
ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Émile Zerbo, a donc expliqué ce projet de loi qui a été adopté. Il faut dire que c'est quelque chose qui a toujours été demandé par la chefferie traditionnelle. On peut dire que désormais c'est chose faite. Et dans ses explications est que il y a un statut qui sera donc accordé à la chefferie coutumière et traditionnelle. Partant de là, on va impliquer la chefferie, en tout cas dans l'ordonnancement juridique, ce qui veut dire qu'il y aura des contentieux où on pourrait vraiment impliquer ou confier au chef traditionnel, histoire donc de pouvoir gérer sans que on arrive, en tout cas, ça c'est moi j'ajoute, voilà, mais j'imagine que l'idée c'est cela. Quand on connaît l'orientation du chef de l'État, qui était vraiment que il y a vraiment ces litiges-là dont on n'a pas besoin de transposer au niveau de la justice, ce qui veut dire que s'il y a une organisation au niveau donc de la chefferie traditionnelle, on peut vraiment gérer certains contentieux, trouver des solutions sans que ça ne parte loin. Donc de ce fait-là, avec cette nouvelle démarche, on peut dire que désormais, il y aura une implication de la chefferie traditionnelle histoire de pouvoir juguler certaines choses, de participer vraiment à la vie même de la nation. Et l'explication qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de rémunération, bien que considéré, bien que remis dans son statut, il n'y aura pas de rémunération. Ce qui veut dire que ça sera vraiment du bénévolat, un travail qui devait donc répondre aux besoins des populations. Quand on sait que quand on parle du chef traditionnel, c'est cette personnalité-là qui a du monde derrière lui, qui est censée donc être la personne indiquée pour en tout cas apporter des réponses aux problèmes qui sont posés au niveau de sa communauté, au niveau donc des citoyens. Donc, on peut dire que c'est une très bonne chose parce que un projet de loi de ce genre était demandé depuis longtemps, mais il faut dire que c'est forcément avec les rythmes de transition qu'on peut opérer des changements comme celui-là. Sinon, avec les régimes politiques, ce n'est pas du tout simple. Peut-être ce qu'il faut noter, c'est comme dit l'observateur Palga. Sur la politique maintenant. Voilà, la politique maintenant, le bonnet ou la politique, il faudra bientôt choisir. Et ça, c'est très important parce que c'était devenu coutumier de voir lors des rencontres, surtout les meetings, ces bonnets rouges, en tout cas, un nombre pas possible, qui prennent part au meeting. Souvent, on se demande si véritablement ce sont des militants ou bien qu'est-ce qui est caché derrière, au point donc de pouvoir mobiliser des centaines et des centaines de chefs coutumiers à un meeting. Donc, ça fragilise la cohésion sociale parce que quand vous, en tant que chef traditionnel, si vous prenez parti pour tel ou tel parti, vous n'allez plus avoir en tout cas l'estime, toute l'estime que vous devez avoir au niveau de votre localité. Vous n'allez plus avoir donc cette légitimité. Et ça fragilise la cohésion sociale, ça divise la population. Et je pense que c'est pour vraiment résoudre ces problèmes-là que cette idée donc est née. Et ce qu'on a l'habitude aussi de voir, c'est que le fait de prendre position fait que un autre fils de la localité qui n'est pas politique et qui vient avec un projet pour vraiment aider la population, ces projets généralement tombent dans l'eau parce que comme il n'est pas passé par certainement cet homme politique très influent dans la localité qui est soutenu par le chef traditionnel, ben, on néglige le projet et c'est la population qui paie. Je pense que avec ce projet de loi bientôt qui va atterrir donc au niveau de l'ALT pour être examiné et voté, ça va résoudre un certain nombre de choses et ça va vraiment remettre les choses comme il se doit. Maintenant, mon inquiétude, on dit qu'il ne doit plus faire la politique. Comment cela va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas des insuffisants dans son applicabilité? Parce que c'est difficile. C'est pas seulement le fait d'être à un meeting
qu'on peut soupçonner un chef traditionnel de faire la politique. Vous savez que même les Maracanais qui sont organisés dans les quartiers, les femmes qui organisent des 8 mars et autres, ben, généralement, ce sont des politiciens tapis dans l'ombre qui organisent et qui donnent l'argent. Donc, imaginez un chef qui est dans son quartier, dans son village, une association organise donc une activité, bien que financée par un homme politique, et que les organisateurs viennent vers le chef et demandent donc sa présence pour en tout cas rehausser l'image de l'activité. Est-ce qu'il va donc prendre part à cette cérémonie ou bien il doit envoyer quelqu'un? Je pense que il y a ces détails-là qu'il faut prendre en compte et comme je dis, pour le moment, il n'y a pas un contenu sur lequel on peut vraiment discuter sur la question. C'est un projet de loi pour le moment et c'est le ministre en question qui va motiver, qui va se défendre devant donc les députés. Et les députés certainement vont apporter des amendements avant donc de passer au vote. Donc il faut dire qu'il n'y a pas à fouetter un chat pour le moment, mais ça fait peur parce que tout changement est difficile, fait peur, mais avec ce qui va se passer et avec le temps, les gens vont se rendre compte que ça a été, c'est une très bonne mesure et on peut améliorer au fur et à mesure. Est-ce que ça c'est même pas accentué? Est-ce que ce sont des activités, c'est pas accentué sur, par exemple, des chefs traditionnels qui s'engagent dans des partis politiques parce que ça, qui sont souvent élus, députés. Oui. Ça, on voyait aussi le bonheur de l'Assemblée. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, comme je le dis. D'accord. Parce qu'en tant que chef traditionnel, imaginez qu'on dit vous ne devez plus faire la politique. Il est chez lui, ben, et notamment un homme politique vient vers lui, dit voilà, je suis venu saluer le chef, voilà, et demander donc votre bénédiction. Ben, c'est vrai, il ne va pas se prendre sur le terrain, mais il peut donner des consignes. Parce qu'il y a des chefs de canton, il y a des chefs qui ont des notabilités, mais si vous recevez ce qu'on vous a donné, certainement, sur lesquels vous coiffez, vous allez donner des consignes. C'est pour cela que je dis il y aura des insuffisances dans l'application si on n'ouvre pas bien l'œil. Et comme je le dis, pour le moment, il n'y a pas un contenu, c'est un projet de loi. J'imagine que d'ici là, avec les éclairages qui seront apportés par les uns et les autres, on va en tout cas arriver à avoir une loi adaptée et adaptable. Merci bien. Merci. Actualité internationale, maintenant on parle de cette rencontre de Trump et de Poutine. Oui, cette rencontre de Trump et de Poutine en perspective, déjà Donald Trump, le président américain, a déclaré il y a quelques jours avoir eu le président russe Poutine au téléphone. Ils sont échangés. Zelensky, le président ukrainien, est déjà en tout cas prêt à écouter ce qui va sortir donc des discussions parce que Donald Trump a déjà envoyé un représentant voir rencontrer Zelensky et c'est après donc ces étapes-là que cette rencontre en vue entre les deux présidents va en tout cas redessiner la carte de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Cette guerre qui n'a fait que trop durer avec son lot de dégâts, de conséquences. Je pense qu'il était quand même important que ces deux présidents-là se rencontrent. Et c'est une promesse de campagne de Donald Trump. Il a dit, voilà, s'il arrive donc au pouvoir, il est élu, la première des choses à attaquer, c'est bien de finir avec cette guerre. Je pense que depuis qu'il est arrivé, ça ne vaut pas encore un mois. Depuis qu'il a prêté serment, il a prêté serment le 20 janvier. Et du 20 janvier à aujourd'hui, il a signé pas près d'une centaine de décrets. Oui. Donc, le monde tremble. Le monde tremble. Tous les jours, c'est des décrets qui sont signés. C'est des décrets qui sont signés. Au point qu'on se demande est-ce qu'il va pouvoir tenir durant les 5 ans. Si en tout cas l'effervescence qui l'anime aujourd'hui. Il va épuiser ses dossiers. Oui, il va épuiser ses dossiers. En tout cas, c'est pas du tout simple. Donc, c'est pour dire que c'est une promesse de campagne qu'il tient vraiment à respecter. Poutine aussi est vraiment disposé à le rencontrer. Et j'apprends que c'est l'Arabie Saoudite qui a été choisie comme lieu de rencontre entre les deux hommes. C'est une rencontre importante. Et tout à l'heure, avant de monter donc sur ce plateau, j'ai vu sur un site là que les ministres des diplomaties de l'Europe
se sont réunis et que l'Europe demande, ces ministres demandent qu'il ne peut pas y avoir de négociation sans Zelensky et sans l'Europe. Donc, ça tremble, ça fait peur. Ça montre à quel point l'Europe ne pèse pas. Il ne peut bander ses muscles si ce n'est pas en Afrique. Depuis que Trump et Poutine se parlent, on ne parle plus d'Europe. On parle des pays qui comptent. On parle des gens qui pèsent. Donc, des puissances. Voilà. On parle des puissances. Donc, c'est à ce moment que ces ministres sont réunis. Dit qu'il ne peut pas avoir de négociations sans Zelensky, sans l'Europe. C'est 6 ministres des Affaires étrangères. Donc, ça me faisait rire, quoi. Ça montre à quel point Poutine et Trump n'ont pas leur temps. Et l'intérêt se définit avec cette guerre entre les deux pays. Parce que ça ressemble à un partage du gâteau. Aujourd'hui, les États-Unis ont déjà eu gros parce que les terres ukrainiennes, une partie, surtout on parle de minerais rares, ont donc été octroyées aux États-Unis. C'est pour cela que Trump ne fait que foncer et se donne à fond pour en finir avec cette guerre. Et d'ailleurs, il a dit que ce n'est pas exclu que l'Ukraine devienne donc une propriété de la Russie. Donc, ça fait l'affaire de 2 hommes. On ne parle pas des autres pays de l'Europe. Vous n'êtes pas concernés. Et c'est normal qu'ils donnent la voix. Mais pour le moment, il y a du sérieux. Ils ne doivent être que des observateurs comme nous. Merci bien, Alphonse. Merci bien, le message est passé certainement. Merci. Et bonne journée mondiale de la radio, Alphonse. Oui, j'en oublie. Voilà. Oui, c'est 13 février, la journée mondiale donc, de la radio. Donc, ce média show est bien admiré, bien aimé par les auditeurs, par tout le monde, et a son rôle dans l'éducation, la sensibilisation, en tout cas l'éveil de conscience, participe vraiment au développement donc, de nos communautés. Donc je pense que c'est un jour très important. Vous me faites bien de rappeler le message donc, du président de l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, qui a donc fait une déclaration à l'occasion donc de cette journée-là. Il a salué en tout cas les collègues, les collaborateurs, les journalistes, le monde de la radio, parce que c'était un jour spécial. Après donc, ces remerciements, il a fait le constat que les radios font un travail remarquable et ça, c'est à saluer. Non seulement malgré le contexte sécuritaire difficile, économique difficile, les radios qui sont dans des zones pas du tout simples continuent de travailler, les fréquences y mettent toujours, tout cela au grand bonheur donc des populations et ça c'est très important à saluer et ça mérite d'être encouragé et de poursuivre donc le travail. L'autre aspect qu'ils ont soulevé, c'est par exemple le fait que eu égard à ce que les radios apportent, bien sûr, c'est pour satisfaire les auditeurs. Donc, il a rendu hommage aux auditeurs sans qui les radios n'allaient pas être quelque chose. Voilà, ce sont les auditeurs qui font les radios. Donc, ça, c'est très important. Un hommage est rendu donc aux auditeurs et bien sûr aux partenaires techniques et financiers voilà, qui nous supportent, qui nous épaulent. Et ça, c'est très important. Cet hommage est rendu donc à ces derniers. Et l'accompagnement continu a été demandé. Pour terminer, c'était donc un message adressé aux autorités. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que le contexte sécuritaire économique, ce n'est pas simple, n'est pas reluisant. Mais malgré tout, nous continuons de travailler et avec les moyens limités. Et ça mérite que l'autorité ouvre l'œil, fasse quelque chose parce que au-delà du fait que des radios essaient d'avoir quelque chose, mais n'oublions pas que nous avons un rôle d'utilité publique parce que nous participons à la sensibilisation, nous participons à éduquer les populations, nous participons à apporter notre pierre pour la construction donc, des communautés, des États. Et ça, c'est très important. De ce fait-là, les autorités peuvent faire quelque chose. En quoi faisant? En faisant en sorte que des radios de proximité puissent bénéficier
des statuts. Ce statut, c'est sur lequel on va se baser, sur ce statut-là, pour essayer de faire quelque chose pour ces radios. C'est-à-dire, si on est d'accord que ces radios abattent un travail formidable, si ce statut particulier est accordé aux radios de proximité, mais la conséquence est qu'il faut revoir le volet fiscal, pour ne pas être traité sur le même régime fiscal que toute autre entreprise. Ce n'est pas juste, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens d'engager des ressources, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Il n'y a pas de sous. De ce fait-là, les autorités ou l'État peut faire quelque chose, en tout cas accorder cette grâce à ces radios qui, malgré les moyens limités, continuent de faire quelque chose au grand bonheur de la population. Je pense que c'est le message que j'ai retenu de sa déclaration. Merci beaucoup. Merci bien. Et bonne célébration. Merci. Juste après Alphonse Ouedraogo, nous allons recevoir Clémence Tuna, une ancienne aussi de la radio qui exerce toujours. On va partager son expérience ensemble dans la rubrique Invité du jour. Mais avant, on découvre les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui une grande passionnée des médias, journaliste de formation, journaliste de métier, aujourd'hui formatrice des médias. Elle apporte bien sûr sa touche, surtout concernant les journalistes des radios communautaires. C'est sa spécialité. Elle est sur le plateau avec nous. Et puis, je peux dire passionnée aussi du domaine du mannequinat, parce qu'aujourd'hui, vous pilotez une émission donc, de mannequinat. Alors, Clémence Tuna est notre invitée du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, à la radio, donc de la radio à la télé, et aujourd'hui, vous pilotez assez de programmes et surtout, vous êtes dans la formation. C'est bien quand même qu'on puisse revenir un peu sur votre parcours. Ça fait combien d'années de médias, d'exercice du métier de journalisme? Wow, ça fait 17 ans que ça dure. Waouh, 17 ans. Ouais, 17 ans que oui. je fais de la radio et de la télé, mais beaucoup plus, voilà, la radio. Voilà. Il faut rappeler que vous êtes bien sûr de la radio-télévision nationale, donc de la RTB, et vous êtes à la radio, donc depuis 17 ans. Mais comment est née cette passion en fait pour les médias? J'avoue que franchement, c'est depuis toute petite. C'est un peu l'histoire classique quand tu es enfant, le papa qui aime écouter la radio, le journal, et puis paf, le viriste pique, tu te dis mais pourquoi pas, moi aussi j'aimerais parler et que les gens soient à la maison en train de m'écouter à travers ce petit poste ou bien à me regarder à travers la télé. Donc franchement c'est une passion, c'est un rêve d'enfant devenir réalité. Ah oui, ça, c'est une chance que ça se réalise. Mais vous par exemple, c'était qui votre idole en radio? Quand vous écoutez la voix, vous dites ah oui, j'aimerais ressembler à une telle personne. J'avoue que en termes d'idole, c'est beaucoup plus les présentatrices télé qui m'ont plus capté. Benjamin Douamba, Jeanne Koulibaly, voilà, les Saline Adèche connais, voilà, donc toute petite, c'est des femmes comme ça qui ont attiré mon attention à aller vers ce métier de journaliste. Voilà. Après, est-ce que quand vous intégrez la RTB, vous avez pu quand même côtoyer un tout petit peu ces dames? Non, du tout. C'est bizarre, non, pas du tout. Quand je suis venue, elles n'étaient plus sur le terrain, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion vraiment de les côtoyer. C'est générationnel, ce métier-là. Et de votre parcours, en fait, déjà, même comment vous arrivez à la RTB? Après, on parlera du parcours. Oui, alors, je suis passée par le concours de la fonction publique, donc j'ai fait 2 ans de formation à l'ISTIC. Donc, à l'issue de ces 2 ans de formation, j'ai été affectée comme ça à la radio. Voilà, un directement ici ou bien directement à la radio nationale? Directement à la radio nationale, après mes 2 ans de formation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce parcours de radio, ensuite de télévision? J'avoue que il y a une histoire souvent toute seule, je repense à ça et ça me fait sourire. Pour ceux qui me connaissent bien à la radio, j'avais une émission qui s'appelait Saramaya, une émission dédiée à la mode, justement. Donc, j'étais tout le temps dans les défilés de mode et avec mon micro RTB. Vous savez, quand on voit RTB, les gens s'attendent forcément à voir la télé. Alors que, voilà, c'est micro RTB, mais c'est RTB radio. Et quand je tends le micro, je me présente Clémence Tuna de la radio. Ça fait bizarre aux gens. On me dit, mais
de la radio, toi tu fais quoi dans les coulisses d'un défilé de mode? Parce qu'un défilé de mode, on s'attend à voir des images. Donc les gens ne me prenaient pas trop au sérieux, les stylistes et autres, voilà, à peine si ils voulaient. Mais moi je souriais parce que je savais la puissance de ce micro que je tenais. Je connais la puissance de la radio parce qu'on a la capacité de faire des images avec les sons qu'on a de la radio. Donc on ne me prenait pas au sérieux, on se demandait comment je vais faire, voilà, ressortir la beauté des tenues ou autres, les défilés. Mais moi je savais que j'ai reçu les compétences nécessaires pour faire vivre cet événement de mode aux auditeurs qui sont à la radio comme s'ils regardaient la télé. C'est ça qui me plaît justement à la radio. On peut tout faire, il n'y a pas de limite. Souvent les gens veulent essayer de vous limiter, tel sujet c'est mieux pour la télé. Aujourd'hui non, tous les sujets peuvent être bien traités à la radio. Il faut juste avoir la technique. On fait des images avec le son. Ah oui, mais là on parle vraiment même de la formation du journaliste ou de l'animateur, parce qu'après le compte rendu aussi ça y va de vos compétences. C'est ça. On se dit la radio c'est un média show, c'est au taquet, on le fait comme ça. Mais bon, après, si on n'a pas un bon compte rendu, c'est pas évident que on va pouvoir visionner les choses. Qu'est-ce que vous pensez justement même de la formation aujourd'hui des journalistes? Je vois ça, franchement, je pense que il y a une grande nécessité. Parce que je suis formatrice, je me rends compte du danger, entre guillemets, j'ai envie de dire. Parce que beaucoup se retrouvent dans ce métier sans aucune formation. On peut comprendre quand on embrasse ce métier sans formation, mais après, c'est impératif de se former. C'est un peu, pour un peu paraphraser le capitaine Thomas Sankara qui disait un militaire sans formation, vous voyez ce que ça fait. Voilà, c'est un danger, c'est une bombe, ça peut péter à tout moment. C'est exactement la même chose que les journalistes, parce que nous détenons aussi des armes, tout comme les militaires, eux, c'est les armes, Kalachnikov et autres, mais nous, les micros, ce sont des armes. Donc, on voit beaucoup de gens qui sont dedans, aucune formation et souvent ça me fait sourire après une formation des journalistes. On dit franchement je suis contente d'avoir participé à la formation parce qu'en réalité j'exerçais le métier de façon intuitive, je faisais les choses comme ça selon mon intuition, et alors que c'est scientifique, tout ce qu'on doit faire répond à des règles bien données, on ne fait rien au hasard. Si on te dit le reportage doit être comme ça, il y a une explication. Donc, pour dire que c'est très, très dangereux si on ne prend pas la formation très au sérieux. On livre les journalistes, moi j'ai envie de dire comme ça. Souvent, ils ne sont pas conscients que, voilà, vous les livrez. Après, quand ça chauffe maintenant, c'est sur eux, on tape. Donc... Et si on devrait peut-être parler de l'évolution de la pratique journalistique, est-ce que vous pensez qu'on avait plus en termes de production de la qualité avant que maintenant? Oui, bien évidemment. Franchement, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Les gens font des efforts. Les formations sont de plus en plus organisées. Et surtout, tu vois, on est beaucoup... il y a beaucoup de pression avec cette multitude de médias, d'autres médias, que ce soit la télé et encore toutes ces créations de contenu sur les réseaux sociaux qui sont venus s'ajouter. Donc, on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour retenir les auditeurs, ceux qui aiment la radio. Donc, en termes de qualité, moi, je dis, il y a une évolution fort heureusement parce que dans la vie, tout doit aller en évoluant. Il ne faut pas régresser. Donc, mais il ne faut pas dormir sur les lauriers. Il faut maintenir les caps parce qu'à chaque moment, il y a des défis. Il faut se challenger à tout moment. La radio, fait partie de l'un des plus anciens médias. Aujourd'hui, avec Internet, les télévisions, est-ce que vous pensez qu'elle va perdre, ou elle perd un peu sa place? Ça sera... On ne peut pas détrôner la radio? Oui, ça c'est sûr. On ne pourra pas détrôner la radio. La radio existera toujours. Parce qu'il y aura des circonstances qui vont faire que même si je n'aime pas la radio, je vais me retrouver à avoir ça comme le seul média. Mais il faut dire que quand même, on est assez bousculé. De plus en plus, nous sommes dans une société d'image. Ça, des études l'ont prouvé. Les gens sont beaucoup plus captivés par l'image. Et on a l'impression que la radio est en train de perdre un peu sa place. Honnêtement, pour être honnête, la radio est en train de perdre un peu sa place. Mais je ne suis pas en train de dire que la radio n'existera pas. C'est même pas possible. Donc, ça fait que ça nous interpelle, nous qui pratiquons le journalisme radio, de faire la radio autrement. Pour qu'il y ait une plus-value. Pour ce que les gens partent chercher
chercher ailleurs, qu'est-ce qu'on peut leur donner encore, donner cette chose avec la radio. Comme je le disais, la radio, on peut tout faire parce que c'est le média qui s'adapte le plus flexible, qui s'adapte le plus. Donc, on est en train de perdre du terrain. Ça, il n'y a rien à faire. Nous sommes dans un monde d'images et nous, on n'a que le son. Encore une fois, donc il faut apprendre à faire les images avec le son. Voilà. Et vos formations aussi, c'est justement pour distiller tout ça là aux participants. J'aimerais bien qu'on marque un arrêt sur vos formations. Vous êtes aujourd'hui quand même formatrice des médias, des journalistes. Plus de 20 formations depuis 2017 que vous êtes dans la formation. Je sais que moi personnellement, j'en ai participé à 2 pour le compte donc de l'UNALPHA. Alors, quand vous formez justement ces journalistes, qu'est-ce qui vous revient très souvent, peut-être comme lacune, comme aussi avantages et autres? Alors, honnêtement, j'avoue qu'il y a eu par moments où je me suis demandé, est-ce que je vais continuer? Ça vraiment, c'est pour gueuler un peu. Continuer à former? À former. Parce que souvent, sur 10 personnes que tu vas former, peut-être que si tu as 3 à 4 qui mettent en pratique ce que tu as dit, tu es très heureux. Mais je ne les accuse pas, parce que je comprends en fait. Une chose est d'acquérir les compétences, mais une autre chose est que l'organisme, ta structure, te met dans les conditions pour réellement mettre en pratique ce que tu as appris. Donc c'est ça. Ils vont te dire, oui, franchement c'est vrai, je voulais faire comme vous le dites là, mais voici, j'ai pas le temps, je me retrouve à tout faire, voilà. Donc on se retrouve à prendre des raccourcis encore. Et par moments, ça fait mal au cœur quand tu vois, parce que quand tu formes quelqu'un, tu veux l'excellent, tu veux le meilleur pour la personne. Et après, quand tu constates dans la pratique que non, c'est pas ça, voilà. Mais ce n'est pas une raison pour ne plus former. On va toujours insister, mais c'est un peu ça qui... mais après, à côté aussi, il y a des autres que tu retrouves transformés. Et ça, c'est un bonheur parce que transformer, pourquoi? La preuve est que tu les retrouves en train de glaner des prix, voilà, dans les concours et autres. Et ça, tu es très heureux, tu es heureux pour la personne et surtout, tu es très content pour les auditeurs parce que s'il y a la qualité, ce sont les auditeurs qui sont très bien servis. Donc, c'est un peu, voilà. Nous sommes dans un contexte d'insécurité et de crise économique aujourd'hui qui affecte aussi les radios. Vous travaillez aussi beaucoup avec les radios communautaires. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a le médium radio qui est là. Parce que quand il y a crise, le seul média qui va toujours exister, c'est la radio. Parce qu'en situation de crise, on est dans l'urgence. On est dépourvu de tout. On est dans la vulnérabilité. Dans l'urgence, tu ne peux pas regarder la télé, tu ne peux pas transporter la télé, mais tu peux transporter la radio. Surtout avec l'évolution technologique, le portable, on écoute la radio. Donc, même pendant la fuite, tu peux toujours avoir les informations. Donc, en cette période, vraiment, la radio, parce que encore, je vous une parenthèse pour dire que je participe à un programme humanitaire où je suis auteur des sketchs Momoyena Lala, qui est réalisé dans un magazine, qui est diffusé dans un magazine de la Fondation Hirondelle, adressé justement aux personnes déplacées internes. Parce que en temps de crise, cette population doit être résiliente. Elle a besoin d'informations pour vraiment s'adapter à son nouvel environnement. Et cette population se trouve dans une condition où elle peut avoir accès ni à la presse écrite, ni à la télévision. Et il y a encore que la radio. Donc, heureusement qu'en temps de crise, il y a ce médium-là qui est là pour pouvoir donner l'information aux gens dans l'urgence, pour pouvoir leur donner des informations, pour pouvoir s'adapter, être résilient et tout. Voilà, donc c'est un peu... encore une fois, la force de la radio, tout ça pour dire, comme tu l'avais dit, on ne peut pas détrôner la radio. La radio ne mourra pas. Peut-être on va la négliger par moment parce qu'on a accès à la télé, à d'autres choses. Mais il y aura des moments où tout le monde n'aura que la radio. Et ça, voilà, ce qui fait que la beauté de la radio. Néanmoins, une radio aussi avec des difficultés financières. Pas que la radio, les métiers en général aujourd'hui rencontrent des difficultés financières dues à la crise sécuritaire qui a engendré la crise économique. Donc, pas
pour un budget de fonctionnement, souvent, c'est pas facile. Hein. Je suppose aussi pour les radios communautaires, parce que même les grands médias qui sont à Ouaga, c'est pas facile. Donc, imaginez les radios communautaires aussi. C'est pas tellement de projets souvent, pas tellement mais vous êtes dans le milieu, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'avec toutes ces difficultés-là aussi, c'est pas facile, hein? Comment on s'organise? Waouh! Heureusement que, tu vois, la plupart du temps, on a affaire à des passionnés. Sinon, si tu viens de toucher, tu dois une réalité qui fait froid dans le dos par moment. Là, voilà, on va... parce que quand tu visites certaines radios... Les conditions de travail ou le matériel? Même les simples toilettes, souvent, il n'y en a pas. Ah bon? Voilà. On se comprend. On se comprend, voilà. Donc, une structure, un lieu de travail où il n'y a même pas de toilettes, ça veut tout dire. Donc, les conditions sont... C'est compliqué. Il n'y a pas les moyens parce que, tu vois, c'est parti d'une association et c'est parti d'un projet qui était prêt à financer après, fin de projet, qu'est-ce qu'on fait pour rentabiliser et voilà. Souvent aussi, je me suis dit, est-ce que c'est forcé? C'est forcé de maintenir. Oui, parce que tu vois, moi je suis très attachée à la qualité. Tu sais, on dit c'est plus il y a de métiers, la pluralité est gage de démocratie. Mais si la pluralité, si elle engendre la médiocrité et l'exploitation même, j'ai envie de dire de l'homme par l'homme, est-ce qu'on peut parler de démocratie encore? Donc, par moment, moi j'ai envie de dire, mais si ça ne va pas, après on me dira non, une radio qui est fermée, c'est un truc, mais après, l'essentiel est que cette radio soit impactante, fasse quelque chose de bien. Donc il ne faudra pas, au nom de cette démocratie, de cette pluralité des médias, maintenir des médias en faisant travailler dans des conditions qui ne sont pas ça. Parce que généralement, c'est nous-mêmes les journalistes, nous sommes les premiers. Le problème aussi, c'est ça. On est les premiers à dénoncer pour les autres, mais nous, pour nous, là même, on s'assoit dessus, on ne dit rien. Sinon, on ne dit pas que ça ne va pas. Qui va dire pour que on défende nos droits? Bon. C'est compliqué. On dit que ceux qui sont dans les médias publics là peuvent parler sans problème. Oui. Mais quand tu es dans le privé, voilà. est-ce que tu peux parler? Peut-être c'est pour ça que je suis très à l'aise pour parler comme ça. Tout le monde d'accord. Alors, l'UNALPA, justement, la présidence de l'UNALPA donc, a produit notamment un communiqué pour la Journée mondiale de la radio. Et justement, le président de l'UNALPA aussi a signalé le fait qu'on a aujourd'hui quand même des radios résilientes malgré la situation, mais a interpellé les autorités aussi à revoir les choses, histoire d'apaiser en termes de fiscalité et autres aussi les médias, parce que ce sont, quoi qu'on dise, des structures à utilité publique. On ne peut pas les considérer comme les autres entreprises. Pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, ces taxes et fiscalité, autres aussi qui pèsent sur les médias, alors qu'on est dans une situation où vraiment les partenaires se font rares, les productions se font rares et tout, est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses aussi pour alléger? Oui, ça ne devrait même pas exister. Alors, surtout que, tu vois, quand on regarde dans le répertoire du CSC, on a affaire à environ 70 radios. Et la majorité, ce sont des radios communautaires. C'est-à-dire, c'est tenu par des structures, des associations. Et qui parlent d'associations, c'est but non lucratif. Donc, moi, à mon avis, on ne devait même pas taxer ces radios-là. Parce que c'est comme tu le dis, c'est le service public. Donc, les taxer, les imposer, c'est dire, vous avez de l'argent, faites-nous entrer de l'argent. Oui. Et c'est ça qui engendre tout ce qu'on voit un peu comme dérive dans ce média. Puisque notre objectif premier, finalement, ce sera plus d'informer, d'éduquer, de divertir. On veut se faire coûte que coûte de l'argent. Et c'est dans ça qu'on va tordre le cou à la déontologie, on va fermer les yeux sur certains parce que, voilà. Donc, si l'État même décide de ne même plus imposer ces structures-là, à caractère particulier, ça va être un message fort. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Vous êtes là pour nous aider à éduquer la population. Parce qu'une population qui n'est pas éduquée, on ne va arriver à rien avec cette population. Donc, je suis vraiment d'accord. C'est même pas réduire. Il faut carrément même... Voilà. Vous êtes comment on dit ça?
Il faut peut-être laisser tomber ces... Voilà, il faut laisser les accompagner, peut-être, mais encore même subventionner. Subventionner. Voilà, accompagner plus. C'est vraiment nécessaire. Honnêtement, sinon, c'est... Et on voit aujourd'hui, vous êtes vraiment très regardant sur la qualité, et la qualité aussi, ça impose justement des conditions. On espère que ces conditions seront réunies pour qu'on puisse faire des productions de qualité. Tout à fait. À l'image des formations que vous donnez également. Alors, Clémence Tuna, chaque 13 février, c'est justement la journée mondiale de la radio. Que représente cette journée pour vous? Ah, j'ai envie de dire, c'est notre journée, c'est la journée où on célèbre notre passion pour cette radio, et surtout, c'est la journée où on marque une pause pour dire, waouh, là, c'est un sacerdoce, c'est un engagement que j'ai pris pour servir la population en leur donnant de l'information. Et heureusement que UNESCO a décidé de... Voilà, parce que quand on décide de célébrer une journée, ça dénote, c'est un message fort pour dire que, voilà, telle thématique qu'on a décidé de célébrer est très, très importante pour la vie de la nation, pour l'humanité. Et donc, cette journée, vraiment, voilà, nous rappelle qu'on a bien fait de choisir ce métier. Ce métier compte, l'humanité a besoin de ce métier de la radio. Voilà. Et quel est votre message à l'endroit de tous ces travailleurs de radio, plusieurs chaînes, donc techniciens, animateurs, journalistes? Oui. Ben, c'est de leur souhaiter bonne fête. On sait que c'est pas facile, mais avec la passion, on déplace des montagnes. Et c'est de leur souhaiter encore bonne fête, et que toujours de garder à l'esprit d'apporter leur contribution dans la paix, dans la cohésion sociale, surtout dans ce contexte actuel. Parmi tous ces médias, c'est la radio véritablement qui peut jouer, j'ai envie de dire, à 90% ce rôle-là, paix, cohésion sociale, parce que nous avons la possibilité d'accéder à toutes les couches de la population. Il n'y a pas de barrière, quelle que soit la langue, quel que soit où tu es, dans une grotte, sur une montagne, nous on est là, on t'atteint. Donc, c'est pas beau ce métier, ça. Donc, bonne fête, et voilà, faisons-le avec cœur. Participons à la paix, à la cohésion sociale. D'accord, donc on ne vient pas à la radio si on n'est pas passionné. Ah non, sinon tu vas abandonner rapidement, parce qu'avec toutes ces conditions qui ne sont pas réunies là, c'est possible. D'accord, et si on vous demandait de choisir entre la radio et la télé? C'est une très belle question. Tu sais, finalement, j'ai fait 17 ans à la radio, je viens juste de me faire affecter à la télé, parce que j'étais à la radio, je faisais la télé, radio-télé, mais finalement, j'ai eu du mal. Les gens m'ont toujours dit, va à la télé. Mais je ne voulais pas lâcher la radio. J'ai fini par lâcher officiellement la radio, mais je ne peux pas. Officiellement, je suis à Télé Zénith, mais je continue toujours toutes mes productions radio. Je les maintiens. Je ne pourrais pas. Parce que c'est plus simple, c'est léger. Si j'ai envie de m'adresser à la population, je rentre tout de suite. Voilà, papa, je parle, j'y vais. Mais à la télé, tu vas prendre une semaine pour dire 2 messages. Tu vois? Donc vous serez plus Même si je suis à la télé, je suis une femme de radio avant tout. Franchement. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. On va s'arrêter ici. Merci, et puis on vous souhaite une bonne célébration de la Journée mondiale de la radio. Merci, bonne fête à toi aussi. Merci. Je rappelle que Clémence Tuna est formatrice de médias aujourd'hui. Elle est journaliste de profession et c'est notre consoeur de la RTB. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Germain Zensou, réalisateur du film intitulé Les secrets pour réussir une vie de couple. Au-delà du mariage, les considérations d'hier. Un film qui sera donc projeté, diffusé sur Savan TV à l'occasion de la Saint-Valentin. On en parle aujourd'hui avec le réalisateur. Bonjour Monsieur Zensou. Bonjour Madame. Bienvenue. Et merci pour tout ce que vous faites. Et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci beaucoup. Merci d'être là pour nous parler de ce film-là. Avant donc de connaître le programme de passage, de diffusion surtout de ce film sur le mariage. Et on verra un extrait, on aura aussi la bande-annonce du film tout à l'heure. Et on va quand même repartir sur comment l'idée est née de faire un film sur le mariage, Monsieur Zensou. Comment vous avez eu l'idée? Vous savez, c'est toute une histoire. Et chaque pays avec ses coutumes. C'est ça. Moi, j'ai quitté
ma première nation, le Bénin. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer toute la communauté béninoise et les autorités en charge ici, en l'occurrence le consul et madame la présidente de la communauté béninoise. Et au Bénin, avant que moi je ne quitte, peut-être les données ont changé. Le mariage n'était pas fréquent comme ça se fait, mais de façon traditionnelle. Est-ce que vous voyez? Ça se fait. Mais, arrivé ici les années 90, j'ai constaté que tous les jeudis et samedis, voire dimanche, c'est le mariage. Le mariage est d'actualité ici. Et je me suis dit, mais ça, c'est une découverte, ça. Et après, je me suis rendu compte aussi que autant qu'il y a de mariage, autant il y a de divorce. Donc, ayant mené des investigations auprès de la justice, vous imaginez en 2022, 1389 cas de divorce. Alors, je me suis dit, là, c'est un sujet, il faudrait quand même faire quelque chose dessus. Et comme le 7e art est un puissant moyen de communication, j'ai jugé bon en faire un documentaire, un docu-fiction d'ailleurs, et pour pouvoir sensibiliser les gens. Et qu'est-ce que vous abordez en fait? Vous abordez le thème du mariage, mais qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement dans ce film? Ce sont des témoignages ou... D'abord, au passage aussi, à tout seigneur, tout honneur, je salue le grand frère Minsom Jean-Pierre Sawadogo, parce que je n'ai jamais suivi une formation de cinéaste, mais je l'ai appris à l'autodidacte. Et aussi le grand frère Julien, le caméraman. Est-ce que vous voyez? Donc, revenant à votre question, ce film où j'ai vraiment peiné pour pouvoir le finaliser, réaliser, on parle de comment sécuriser le mariage de vos enfants. Comment doit-on se marier pour ne pas divorcer? Comment faire pour mieux s'entendre avec votre belle-mère? Quelles sont les astuces pour gérer et régler les problèmes inhérents à la vie à deux? On parle un peu de tout. Si vous venez une femme guinéenne, comment on donne la dot? Une femme aussi, comment on donne la dot? Une femme béninoise, comment on donne la dot? Etc. etc. Donc c'est purement africain. D'accord. Et qui sont en fait les intervenants dans ce film? Ceux qui ont parlé? Ce sont des personnes ressources qui ont un lien avec le mariage. J'ai interviewé prêtres, pasteurs, imams, le Ouagadougou Naba, des couples de 70 ans, 60 ans, 50 ans qui ont partagé leur expérience de vie. Parce qu'aujourd'hui, vous convenez avec moi que ça ne va pas. Le divorce est légion. En son temps, le blanc nous a inculqué la notion de mariage forcé. Mais on proposait et ça marchait. On proposait et on disait, bon, ils nous ont dit que c'est un mariage forcé, mais ça, avec ce qu'on a vécu, je pense que c'est mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que vous imaginez, tu as ton enfant, tu l'as mis à l'école, il a fini ses études, que tu veuilles ou pas, il attend quoi? Le boulot, il a le boulot, après, il viendra te voir pour dire, maman ou bien papa, j'ai trouvé mon âme frère ou bien mon âme sœur. Et qu'est-ce qu'on dit? Va voir la famille. Et qu'est-ce qu'on constate? On réunit les deux familles, le mariage est célébré et quelques jours après, ce dernier-là ou bien cette dernière dit je ne veux plus. Et ça ne va pas dans notre société. Donc c'est une légion. Et c'est légion et c'est une grande graine même qui mine notre société parce que, vous savez, c'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Donc, il fallait conseiller par ce film-là. Ce film, puisque le 7e art est un puissant moyen de communication. Alors, un film que vous allez, que Savane Média va diffuser, donc ça sera projeté sur Savane TV, diffusé sur Savane TV à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de proposer ce film pour diffusion à l'occasion de la Saint-Valentin? Oui, j'ai eu l'idée, puisque depuis que je l'ai réalisé, ça n'a pas eu ce film n'a pas connu une promotion en tant que tel. Ça a un objectif, et les objectifs de ce film-là, c'est les couples en voie de divorcer à changer d'avis,
faire de la famille un pilier fondamental de la société, sauver la génération future de la vie de débauche en leur inculquant nos vraies valeurs traditionnelles africaines, enfin montrer aux populations que la sécurisation de nos espaces familiaux individuels dépendra de notre comportement. Est-ce que vous voyez? Donc moi je me dis, et ce film est d'utilité publique. Donc si ça peut avoir un impact positif sur le comportement, sur notre société, ce serait le bienvenu. C'est pourquoi je me suis rapproché des autorités de Savane TV, que je salue au passage, tout le personnel, et je me dis, ça peut apporter un plus. Et volontiers, comme ils l'ont fait, déjà je suis à l'antenne en train de parler de ça, ils ont accepté et me recevoir et diffuser ce film. C'est un docu-fiction. Fiction De combien de temps? 1h15. 1h15 minutes. D'accord. On va regarder un extrait ensemble, on va regarder un bout et puis on revient pour donner le programme de diffusion. Alors, on vient de suivre un extrait du film intitulé Les secrets, film documentaire ou docu-fiction, intitulé donc Les secrets pour réussir une vie de couple au-delà du mariage, les considérations d'hier, donc de monsieur Germain Zinsou, qui sera diffusé sur Savane TV à l'occasion de la Saint-Valentin. Saint-Valentin qui est demain, 14 février. Le film passe à quelle heure, monsieur Zinsou? Selon le programme que m'a donné le chef programme de Savane TV, je crois que c'est à 16h. Ok. Que le film sera diffusé donc pour 1h15. 1h15. Et je profite encore de l'occasion pour dire infiniment merci au PDG de Savane TV, au directeur, à tout le personnel, à tout le staff. D'accord. Donc c'est exactement à 16h15 minutes, comme on le voit donc à travers cette bande-annonce produite par Savane Media. Alors, produite du moins par Savane Media. Alors, monsieur Zinsou, qu'est-ce que vous attendez en fait de ce film? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs concernant ce film? Ce film aujourd'hui est le bienvenu. Est le bienvenu tout simplement parce que nous avons joint à certaines parties l'acte à la parole. Et c'est ça qu'on appelle docu-fiction. Oui. Moi-même, j'ai eu à jouer le rôle à jouer un rôle dedans. Okay. Si vous voulez une femme ivoirienne, comment on donne la dot, on appelle ça kokoko. Donc j'ai joué ce rôle-là dedans. Et bon, les acteurs qu'on voit aussi, est-ce que vous voyez? Et ce qu'on attend, déjà aussi pour le FESPACO, nous profitons de l'occasion pour remercier tous les responsables du FESPACO, en l'occurrence le EG, l'actuel président du comité d'organisation, qui m'a donné la chance de participer au MICA. Au MICA où le film sera projeté. Donc au passage, je lui dis merci. Et là, on verra que quand même, le fait de diffuser et que les gens regardent, ils pourront tirer le son dedans. Parce que c'est un partage d'expériences de personnes ressources. Des couples de 70 ans, 50 ans qui ont partagé leur expérience de vie. Quand les difficultés arrivent, comment eux ils font? Alors que de nos jours, je vous ai donné une valeur, un nombre tout à l'heure, 1389 cas de divorce. Et les raisons, c'est quoi? C'était des raisons d'injure. Il y a même d'autres couples, ils se sont mariés samedi et divorcés un lundi. C'est grave. Où allons-nous? Et vous ne me direz pas le contraire, ça ne va pas. Et ce film aujourd'hui même peut régler le problème de djihadisme. Parce qu'un enfant qui ne vit pas avec son papa et sa maman, vous imaginez si ces mauvaises personnes-là viennent le voir et lui proposent une certaine somme, il peut adhérer. Alors que s'il vit avec les parents, qu'est-ce qu'il fera? Il ira voir son papa ou bien sa maman pour lui faire la confession. Et les parents vont lui dire, ne va pas. Donc le divorce là, ça ne va pas. Les gens, c'est une gangrène. Même dans ce film, j'ai interviewé un directeur d'école qui a ciblé 20 de ses meilleurs écoliers. Ils travaillaient très bien. En temps, il a vu que leur niveau d'études a baissé. Donc, il va faire une investigation auprès des parents. Il s'est rendu compte qu'il y a bobo, c'est-à-dire il y a des difficultés au sein des parents. Ça veut dire qu'avec notre
notre âme sœur. Si nous avons des problèmes à la maison, ça a un impact négatif sur la vie scolaire des enfants. D'accord, merci M. Zensou, notre temps est terminé. Donc, votre invite à l'endroit des téléspectateurs par rapport à ce film qui sera projeté. Je convie les gens à acheter ce film-là, parce que nous aurons l'occasion de revenir. À acheter, parce qu'il y a la clé USB. Il y a la clé USB pour encourager. Parce que le film a été réalisé avec nos propres fonds et nous avons mis 6 ans pour réaliser. C'est parce qu'on n'a pas eu un soutien pour pouvoir le réaliser. Et comme on tenait à ça, nous avons mis 6 ans. Parce qu'on l'a fait refaire, jusqu'à ce que ça soit un travail professionnel, est-ce que vous voyez. Et donc, on a encore des dettes au cou. Il faudrait qu'on comble ces dettes-là. Parce que c'est de l'investissement, hein. Vous ne direz pas le contraire. Réaliser un film documentaire d'1h15, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on profite de l'occasion aussi. Tous les intervenants, nous leur disons merci, parce qu'il fallait aller vers eux, les cocher. D'autres ont refusé, hein, parce que donner son image comme ça, c'est pas facile. C'est ça. Donc, ils ont accepté le management. Donc, on ne peut que leur dire merci. Et dire merci à tout le peuple du Burkina Faso. Là où nous vivons et nous nous retrouvons, c'est si comme on était chez nous. Merci bien. Donc, rendez-vous demain à partir de 16h15 pour suivre ce film qui sera diffusé sur Savannah TV. C'est le film intitulé Les secrets pour réussir une vie de couple. Au-delà du mariage, les considérations d'hier, vous aurez ces témoignages donc sur ce film documentaire Vie de couple. Merci dans le réalisateur et monsieur Germain Zensou sur ce plateau. Je suis le producteur et réalisateur. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Le temps est parti. Cette émission est terminée, donc à demain. Et puis, on vous souhaite de passer une excellente journée aussi de célébration de la radio, puisque c'est le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Occasion pour nous aussi de saluer tous ceux qui sont dans le métier de la radio. Allez, on se dit à demain. Tschüss.